Lorsque Qui veut la peau de Roger Rabbit bondit enfin dans les salles de cinéma en 1988, après une longue et éprouvante gestation que je vous ai racontée, il y a déjà 5 ans. Combien ? Le film, mélangeant avec brio personnages animés et personnages physiques, engrange au total plus de 329 millions de dollars de recettes dans le monde. Ouais, des chiffres ahurissants que la société Disney derrière le bousin, en collaboration avec Steven Spielberg à la production, n'avait pas taquiné depuis le livre de la jungle, 20 piges auparavant. Ouais, ça on peut dire que ça fait longtemps. Bon alors Steven, lui, n'est pas surpris du résultat, étant habitué à tutoyer les premières marches du box-office, et qui était tellement certain du carton du lapin qu'il était parvenu à signer un contrat lui donnant droit à 50% des bénéfices du film et du merchandising. Il suffit de cibler son public. Bien entendu, à cette odeur alléchée, Michael Eisner et toute la clique des dirigeants de Disney profitent de l'occasion pour foutre le lapin à toutes les sauces, le plaçant dans diverses publicités, le faisant défiler dans les parcs et déversant pléthore de produits dérivés. Roger va même en profiter pour foutre en l'air les commémorations du 60e anniversaire de Mickey Mouse à la télé, apparaître au début d'une émission spéciale célébrant les 50 ans du studio, ou simplement squatter les dernières secondes du générique du monde merveilleux de Disney. Oui, celui-là même qu'on avait aussi en France dans Disney Parade. Tout ça pour dire qu'à la fin des années 80, l'avenir du lapin semble pavé d'or, avec Disney lançant carrément la production d'une suite au long métrage dès l'année 1989, histoire de battre ce pavé tant qu'il est encore chaud, ne laissant même pas le temps au corps du juge de mort de refroidir. Bref, l'écriture est alors confiée à Nat Mauldin, scénariste de la future série Des souris à la Maison Blanche. Je sais pas si vous vous souvenez de ce truc, ça a tenu que 13 épisodes de toute façon, et qui, dans le cas qui nous intéresse, est surtout le fils de Bill Mauldin, un dessinateur de presse américain surtout réputé pour ses BD chroniquant le quotidien des militaires durant la Seconde Guerre mondiale. Oui, alors cette anecdote n'est pas anodine puisque, baptisé The Toon Platoon, le scénario de ce qui sera donc une préquelle à Qui veut la peau de Roger Rabbit se déroule en 1941 durant les événements de la Seconde Guerre mondiale. Démentiel. Je ne connais pas d'autres qualificatifs. Oui, en effet, le script dont le premier draft est disponible sur le net raconte comment le lapin a atterri à Hollywood au début des années 40 et rencontré Jessica, qui s'appelait encore Jessica Krupnik, et pas Rabbit, vu qu'elle n'était pas encore mariée à Roger. Elle est mariée à Roger Rabbit ? Jessica, que le lapin doit délivrer dans une seconde partie d'un château berlinois des mains d'un tortionnaire nazi qui utilise la demoiselle pour démotiver les troupes américaines en la faisant réciter à la radio des textes de propagande avec sa voix sexy. Disant des trucs du genre « Oh là là les soldats, vous seriez pas mieux chez vous à la maison avec une femme comme moi à vos côtés ?» Bon, ça a l'air décousu dit comme ça, mais c'est assez intéressant en vrai. Oui, en plus le script s'inspire beaucoup du début du Superman, de Richard Donner. Oui, avec Roger, dans une ferme au Kansas, découvrant qu'il est un toon adopté, et que c'est pour ça que tous ses camarades humains le regardent bizarrement à l'école. Du coup, Roger part donc à la recherche de sa véritable mère à Hollywood, apprenant en plus à la fin qu'il est un rejeton de Bugs Bunny. Oh, par mes moustaches, la presse. Et vous partez pas, Et il fait équipe avec un aspirant acteur, un humain nommé Richie Davenport, un rôle clairement écrit avec Tom Cruise en tête. Oui, mélangeant son rôle dans Rain Man avec celui de Top Gun, parce que en plus d'accompagner un être fantasque rejeté par ses pairs, Richie est également un ancien pilote de chasse ayant le vertige. Oh ben ça tombe bien alors. Bien sûr, en chemin, Richie apprendra à aimer Roger et à vaincre son trauma en pilotant un avion toon à la fin du film. C'est ça qui est génial avec les films. On sait toujours ce qui va arriver. Et en fait, le scénario de The Toon Platoon est vraiment bien. Enfin, en tout cas, pour un premier draft destiné à être amélioré ensuite, c'est vraiment bien. T'as toute une première partie dans le Hollywood des années 40, avec Roger cherchant sa mère dans Toonville, pendant que Richie, lui, court les castings. Et ça enchaîne sur le front durant la Seconde Guerre mondiale, où l'armée américaine utilise les toons en première ligne, avant de les mettre au rebut parce qu'ils sont incapables de tuer. Et ça se termine en plus en infiltration dans un château nazi à la Indiana Jones, où Roger est accompagné de Blackie. Oui, c'est le chat noir qui porte malheur dans Tex Avery. Se concluant par un chouette climax digne des pages de Captain America avec Jessica se réfugiant sur une tour radio afin d'empêcher l'espion nazi de balancer un V2 sur la conférence de Mal. Et le tout se termine avec le méchant qui se prend un piano sur la gueule, et c'est toujours cool de voir des nazis se faire défoncer. Je hais ces gars-là. Et alors c'est dommage en fait que le scénario de Mauldin soit passé à la trappe parce que The Toon Platoon aurait été, pour moi je pense en tout cas, un véritable carton. Oui, prenant le meilleur d'Indy avec le meilleur de Roger. Sans oublier la présence de Tom Cruise au pic de sa popularité.
Tu es toujours aussi dangereux. Alors, j'ai lu sur internet que le truc aurait été sabordé par Spielberg, parce qu'il ne voulait plus rigoler sur les nazis après avoir taffé sur la liste de Schindler. Mais je pense que ça n'a rien à voir, parce que le script, il a été annulé fin 89, soit du temps de la dernière croisade, et Spielberg, il hésitait encore à ce moment à faire Schindler. Non, ma théorie, c'est que c'est Eisner, carrément, qui a refusé le truc, parce que, il devait encore tout financer, comme pour le premier. Et alors, déjà que Qui veut la peau de Roger Rabbit avait coûté super cher, vu la complexité de mixer prise de vue animée avec prise de vue réelle. Alors, imaginez s'il faut en plus ajouter toute la logistique d'un film de guerre, avec des scènes de bataille, une reconstitution du débarquement, avec des toons, et tout un final sur une tour radio avec des avions et tout le tout team. Non, Moldin, t'es bien gentil avec tes délires de grandeur et ta volonté de rendre plaisir à ton paternel, mais tu vas me reprendre tout ça, et en plus économique s'il te plaît. Alors, sans compter qu'en plus, Moldin avait truffé son script de caméos de personnages de Warner. Et alors, si la Warner avait été super sympa lors du premier en louant ses persos pour une somme modique, là, il risquait de vouloir croquer aussi au futur bénéfice. Et Disney, ils détestent partager. Non, déjà qu'ils enfilent la moitié à Spielberg, non, franchement, ça les fait chier. Par contre, rien à voir, probablement, mais alors, c'est aussi à ce moment, par hasard, qu'ils se mettent à réécrire Rocketeer. Oui, avec l'ajout d'un espion nazi, acteur dans le Hollywood des années 30, et tout un final se déroulant au sommet de l'Observatoire. Deux trucs qui n'étaient pas dans la BD Rocketeer à la base. Non, c'est certainement un hasard. Bon, enfin du coup, histoire de limiter les coûts, Disney va confier la réécriture du scénario de la suite aux auteurs Tony Sheehan et Jeff Stein, tous deux écrivains pour la télévision et qui supervisaient au même moment la série Sister Kate. Non, qui n'a même pas duré une saison en entier. Oui, alors j'imagine que ce qui restait comme ambition pour ce Roger Rabbit 2 a dû filer à la benne. Nommé cette fois Who Discovered Roger Rabbit, le script est toujours une préquelle, située en 1939, désormais, et débute ici comme le premier film, avec un cartoon RK Maroon avec bébé Herman. Sauf que là, Roger, il est pas présent, C'est normal. Et bébé est surveillé par un écureuil apathique baptisé Slappy Squirrel. La voici. Et alors, au lieu d'empêcher bébé de se blesser, cette fois-ci, l'écureuil en a strictement rien à battre. Et dans une des très rares bonnes idées du scénario, alors que tu crois que bébé va survivre à une scie circulaire, non, il y passe. Et Herman, en 2 morceaux, vire alors la bestiole. Et là où tu te dis, c'est cool, on va pouvoir voir l'ascension de Roger Rabbit à Hollywood, savoir comment il a rencontré bébé Herman. Une sorte de Danny le chat superstar avant l'heure, racontant les coulisses des studios durant l'apogée des cartoons. Non, sergent. Non, en fait, Roger est quasi absent du scénario, non, tout est centré sur un agent humain se fourvoyant avec une ancienne star du cinéma muet, souhaitant faire son grand retour. À la Sunset Boulevard, Ancienne star qui désire se faire greffer la voix de Jessica pour jouer dans une comédie musicale. Elle est dévorée d'ambition, je le reconnais, mais une meurtrière. Elle que je connais. T'as aussi un savant fou qui kidnappe des toons pour leur voler leurs organes, dont Jessica est la mère de Roger. Et alors c'est marrant parce que cette histoire de toons kidnappés pour les transformer en autre chose me rappelle aussi un truc. Ça ressemble à la machine sur laquelle on morphait en 3D. Sauf que celle-là a l'air beaucoup plus agressive. Et le tout se termine dans une reprise telle quelle de la fin de Chantons sous la pluie. Oui, non, carrément, c'est la même fin. Le savant, il a pas réussi à retirer la voix de Jessica parce qu'il est tombé amoureux, et la vieille fait donc du playback pendant que notre toon chante derrière un rideau. C'est du vol et du plagiat. Non, franchement, rien ne va. Déjà, Roger, il sert strictement à rien là-dedans, et t'as quasi aucun toon, histoire de limiter les frais. Ouais, en fait, les seuls que tu vois, ils sont cryogénisés, donc même pas besoin de les animer. Ça, c'est un vieux truc. Et alors, si le juge de mort avait des fouines pour Larbin, là, non, le méchant, il possède 2 mafieux humains, en homme de main. Non, c'est cheap au possible. On tâche de faire des économies. Et je sais pas si c'était le cas, mais ça va donner l'impression de lire un téléfilm ou un direct ou vidéo. En tout cas, pas un truc avec le budget d'un film de cinéma. Tout ça pour dire qu'au contraire de The Toon Platoon, Who Discovered Roger Rabbit par Jeff Stein et Tony Sheehan n'est vraiment pas très bien. Non, et j'imagine que ma version est véridique parce que elle a été mise à disposition sur le net via Yoshi Killer 2S de Lost Media, qui l'aurait acheté à un collectionneur. Ou alors il s'est fait avoir. Et a priori c'est sur cette version où a travaillé pendant 2 ans le réalisateur Rob Minkoff. Oui, avant que le projet soit annulé fin 1992 et qu'il parte au secours du Roi Lion. On dirait que le vent a changé. Ah, changé, c'est bien. Bon, alors le script sera néanmoins repris et réécrit en 1997 par Cherry Stoner et Deanna Oliver. Les scénaristes du sympathique Casper, aussi produit par Spielberg, et qui ont surtout écrit plusieurs de mes épisodes préférés des Tiny Toons. Oui, Cherry Stoner, elle a même carrément supervisé l'écriture de la série. J'ajoute qu'elles ont aussi taffé sur les Animaniacs, et que c'est Cherry Stoner qui a notamment écrit l'incroyable épisode avec la mère de Bumby. La maman de Bambi, elle est... Ah! Oui, et c'est aussi elle qui doublait Slappy en VO. On y revient. If it ain't, you better call my agent. Et alors, anecdote ultime, Cherry Stoner était aussi connue des équipes de Disney parce que elle avait servi de référence pendant La Petite Sirène.
et La Belle et la Bête. Oui, il l'avait filmé pour retranscrire ses émotions. Ouais, tout ça pour dire que le monde de l'animation, Sherry Stoner, elle connaît. Et Diana Oliver, du coup. Salut les sangsues! Regardez à quoi ressemble un bon scénariste! Ainsi, dans une suite toujours intitulée Who Discovered Roger Rabbit, on aurait assisté, enfin, à l'ascension de Roger à Hollywood, dans une ambiance à la Danny le chat superstar, donc, en comédie musicale, carrément, avec des chansons composées par Alan Menken et Glenn Slater aux paroles, oui, le même duo qui nous fera, bien plus tard, l'excellente série... L'animation aurait même été dirigée par Eric Goldberg, ouais, le génial superviseur du génie d'Aladin, qui a également réalisé une de mes séquences préférées de Fantasia 2000. Mais comme on n'a jamais droit au bonheur, le machin fut cané et de tout le projet ne subsiste que ce test de quelques secondes seulement. So what do you think, big fella? Laissez-moi vous montrer la sortie. Coin! Vous n'avez pas encore essayé les courbettes, les bassesses ou la lef. Vous n'avez même pas fini de vous supplier. Bon, plus tard, Goldberg se vengera un peu de la perte de ce Roger Rabbit 2 en dirigeant l'animation du mal-aimé Les Looney Tunes passent à l'action de Joe Dante. C'est malheureux, mais on en est là. Tout ça pour dire que pendant que Disney se démène comme un beau diable pour produire une suite au film, on pouvait quand même retrouver Roger Rabbit sur d'autres formats. Par exemple, pour l'adaptation du film sur Amiga, un jeu que je n'ai pas en physique parce qu'il coûte trop cher, développé par la société Silent Software et édité par Walt Disney Interactive, dont c'était l'un des tout premiers jeux, puisque la société a été fondée en 1988, et produira un peu plus tard le jeu Rocketeer, que j'avais testé il y a bien longtemps. Un jeu très très joli d'un côté, mais aussi ultra court, et pas très fun. Espérons que celui-ci soit différent. Et le jeu commence... Et bien déjà par un temps de chargement ultra long avant d'avoir enfin l'écran principal avec Roger qui se demande comme nous ce qu'il fout là. Et une musique jazzy effectivement très sympa. On découvre aussi le nom des développeurs du machin, et ça enchaîne sur Baby Herman, cigare aux lèvres, nous résumant la situation. Alors c'est comme dans le film, Marvin Acme est décédé, on sait qu'il a rédigé son testament à l'encre sympathique sur une feuille de papier, au club pinceau et couleurs, mais alors là, malheureusement, on sait pas laquelle, et Roger a intérêt à faire vite, parce que s'il retrouve pas le papier d'ici 1 heure, Toonville appartiendra légalement au juge de mort. Ah ouais, donc aucune pression, quoi. Bon alors, pour la faire brève, on se retrouve devant une adaptation de film traditionnel de cette époque, à savoir un soft découpé en plusieurs phases de gameplay, différents, correspondant à chaque fois à une scène du film. En gros, la même chose que pour Rocketeer, donc, ou pour Retour vers le futur 3, que j'avais testé aussi ici il y a très longtemps. D'ailleurs, le jeu me fait carrément penser à ce dernier, parce que t'as un premier niveau de poursuite, comme Doc avec Clara, un truc avec des assiettes, comme Marty et ses frisbees, et une séquence de plateforme, en dernier stage, comme avec le train. Le train, on peut encore l'avoir. Alors dans le premier niveau, il faut parvenir au club pinceau et couleurs avant les fouines, représentés ici par leur voiture, sur la barre de progression. Voiture que l'on peut voir également en gros sur la route. Benny et Eddie, on a de la compagnie. Alors évidemment, on doit aussi tenter de survivre à la circulation chaotique de Los Angeles, avec des voitures qui arrivent dans les deux sens. Voilà ce que j'appelle une bande de chauffins. T'as aussi les fameux bus rouges qui nous bloquent carrément, sans oublier les flaques de trempette, que si tu les touches, tu perds une vie. Alors heureusement on peut passer par-dessus tout le monde, ce qui est bien sympa, grimper aussi sur les immeubles, même si tu peux pas y rester longtemps, et t'as même des bonus accrochés aux enseignes. Oui, des bonus qu'au début tu sais pas que c'est des bonus parce qu'ils se confondent avec le décor, mais si, les pneus te font aller plus vite, les gants te rendent invincible, bref, vraiment pareil que le niveau à cheval de Retour vers le futur 3. Nom de Zeus. Je sais, c'est pas le pied. Alors ce n'est pas simple, tu peux te retrouver bloqué pendant des plombes, il faut appuyer 2 fois sur le bouton saut pour réussir à sauter, je comprends pas pourquoi, et en fait t'as même pas besoin d'arriver avant les fouines parce que, oui, si dans Retour vers le futur 3 tu perdais une vie si Clara arrivait au bout avant toi, là non, ça change rien. Si tu parviens au club à la bourre, ça n'a aucune incidence, tu perds pas de vie, t'as pas d'écran particulier, non, le jeu continue. Et du coup, alors nouveau niveau, nouveau gameplay, cette fois il faut ramasser toutes les feuilles du club, vu qu'on ne sait pas laquelle contient le testament, et au lieu d'aller simplement fouiller, je sais pas, dans la réserve, ou dans les stocks, non, Roger il préfère aller direct les piquer en salle, pendant la mise en place, et dans un club, je vous rappelle... Réservé strictement aux humains, d'accord ? Et donc, ce n'est pas simple, parce que Roger il tournoie continuellement autour des tables, donc faut anticiper tous ses mouvements quand tu veux passer d'une table à une autre. Il faut laisser aussi le bouton appuyé pour ramasser les menus, mais si t'attrapes un verre d'alcool, eh bien, le lapin, il pète un câble. Merci, j'en avais besoin.
Et si tu te fais attraper par le vigile en bas, là, tu perds une vie. Donc si le but est de vider toutes les tables avant le temps imparti, c'est-à-dire avant que les corbeaux ont terminé de jouer leur morceau, eh bien en réalité tu n'y parviens jamais parce que ces deux pingouins passent leur temps à remettre continuellement les menus sur les tables dans une boucle infinie. C'est tout. Parfois tu crois pouvoir réussir et non, ils reviennent toujours. En plus ils sont 2 fois plus nombreux que moi. Bon, alors je me doute qu'avec beaucoup d'entraînement tu peux parvenir à tout ramasser dans les temps et ainsi obtenir les remerciements de Jessica, mais non, moi je n'y arrive pas. Ce qui n'est pas super grave en soi parce que si tu parviens pas à tout ramasser à temps, bon bah t'as juste Baby Herman qui se moque de toi et une vie en moins, mais au moins tu peux continuer le jeu. Et après un autre niveau de conduite qui ne diffère pas vraiment du précédent, on se retrouve enfin devant un niveau intéressant qui, alors encore une fois, comme pour le dernier stage de Retour vers le futur 3, se déroule sous la forme d'un jeu de plateforme. Sauf qu'il s'agit aussi d'une sorte de jeu d'infiltration et d'énigmes, parce que le but est de parvenir tout au bout de l'usine Acme en utilisant différents gadgets Toon disséminés dans toutes les caisses du niveau, afin de passer les 5 fouines ici présentes. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien Roger, alors tu ne peux pas leur passer au-dessus, au moindre contact t'as le droit à la trempette, donc bon, tu peux tenter de les traverser en utilisant l'encre sympathique, hein, ce qui est possible, certes, mais un peu inutile en vrai, parce que t'auras quand même besoin de faire plusieurs allers-retours dans l'usine, et tu ne peux tenir qu'un seul objet en main. Donc bah, vaut mieux s'en débarrasser, et pour cela, il faut simplement, et comme dans le film, les faire mourir de rire. Alors pour vous, tout est drôle, hein, Doctora? Pourquoi ça te pose un problème, Valiante? Et comment les faire mourir de rire, me demandez-vous? Eh bien, en utilisant plusieurs gags, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elles craquent. Oui, tu peux porter des masques, devenir minuscule, fumer des cigares explosifs, mais le plus efficace reste quand même le bon vieux coup de la balle qui revient dans la gueule. Oui, suffit de le faire seulement 2 fois pour dégager les mustélidés. Ce n'est pas l'émission vidéo gag, mais un festival de films. Mais le ballon dans les valseuses. Et en vrai, quand tu connais, le niveau n'est pas si difficile. Oui, le principal inconvénient, c'est que tu ne peux porter qu'un seul objet à la fois. Donc, par exemple, je dois utiliser là ce crochet pour passer à l'écran suivant. Bon, sauf que pour ça, il me faut un aimant. Le souci, c'est que l'aimant est à l'autre bout du niveau, donc je dois d'abord buter les fouines, ramasser le pogo stick, retourner au début en utilisant le pogo stick pour passer au-dessus de la trempette, parce que oui, il y a de la trempette aussi, sinon ça serait trop simple, ramasser l'aimant et revenir à la fin du niveau pour enfin l'utiliser sur... Ok, j'ai raté, donc je reprends le pogo stick, je retourne à l'aimant, je reviens, et là, enfin, je peux l'utiliser sur le crochet. Ah oui, évidemment, cette fois, t'as une véritable limite de temps, hein, représentée par Jessica, ici, en bas, menacée par la trempette du juge. Bon, au début, tu crois que t'es large, mais pas du tout. En fait, tout se joue à la dernière seconde. Voilà, là, j'utilise le trou sur la croix, qui marque toujours l'endroit, et c'est terminé. Roger utilise la trempette. Mais quel mot! Ah. Roger. Bon, ok, en vrai là j'ai pas le droit à la fin parce que je suis pas parvenu à récupérer toutes les feuilles du club pinceau et couleurs, donc si, en fait il y avait des conséquences. Là mon jeu il est planté. Mais sinon en vrai, bah t'as le droit à une fin avec Jessica qui nous remercie. Un écran qui était spoilé à l'arrière de la jaquette de toute façon. J'espère que vous êtes fiers de vous. Mais voilà, c'était Roger Rabbit sur Amiga, un jeu que tu peux aussi appeler Et si Eddie Valiant n'avait jamais existé, vu que c'est le lapin qui fait tout ici et que le détective n'apparaît nulle part. Vous allez chercher un Walla Walla? C'est un soft que tu peux terminer en 15 minutes, montre en main, où tu passes plus de temps à attendre les temps de chargement qu'à jouer, parce que là je vous ai accéléré un peu le machin, et où si tu perds toutes tes vies, tu te retrouves même pas à l'écran d'accueil, hein, mais carrément au prompt de l'Amiga. Et c'est pas un problème de ma version, hein, c'était aussi marqué dans les tests de l'époque. Et ouais, c'est super joli, super bien animé, mais c'est ultra court et peu intéressant. Oui, hormis un dernier stage sympathique. En gros, la même chose que Rocketeer, quoi. Je regrette même d'avoir imaginé cette monstruosité. Je souhaite que vous réfléchissiez. Ok, je suis certaine que si j'avais eu ce truc à l'époque, j'y aurais quand même passé des heures, parce que bon, c'est Roger Rabbit. Et le plus nul, c'est que pendant que nous on avait ça, au Japon, eux, ils avaient beaucoup mieux. Je vous présente Roger Rabbit sur Disk System. Regardez comme c'est choupi! Oui, alors, d'accord, c'est une bonne grosse disquette jaune avec marqué Nintendo dessus, mais j'adore le style. Et alors, pour celles et ceux qui savent pas c'est quoi un Disk System, eh bien c'est cela, un accessoire qui se branchait sur la Famicom, c'est-à-dire la NES japonaise, afin d'utiliser ces petites disquettes qui, à l'origine, pouvaient accueillir plus de données que les cartouches habituelles, avant que ces dernières ne les rattrapent. Par exemple, la légende de Zelda est d'abord sortie en Disk System, 1 an avant la version cartouche, tout comme Super Mario Bros 2, renommé Lost Level bien plus tard.
Et alors vous vous souvenez qu'on nous disait que les jeux seraient vendus moins cher en démat parce que ça limiterait les charges de transport, stockage et tout le tout team, et que finalement ils mettent les jeux en démat au même prix que les physiques? Ah oui, c'est vrai. Eh bien à l'époque du disque système c'était le cas, c'est même ça qui a causé sa perte et qui explique pourquoi on se fait avoir aujourd'hui, puisque les jeux étaient vendus 2600 yens, soit 2 fois moins que les cartouches. Combien? Ce qui ne plaisait pas du tout aux commerçants ni aux éditeurs tiers qui ne pouvaient pas se faire une belle marge dessus. Et encore, pour 500 yens tu pouvais carrément demander à mettre un autre jeu sur la disquette. Oui, on pouvait télécharger d'autres jeux dans des bornes spécialisées. Et alors mine de rien, le machin fut un gigantesque succès au Japon, en tout cas pour sa première année, s'écoulant à plus de 2,5 millions d'exemplaires entre 1986 et 1987, avant que les éditeurs tiers regardent leur compte et décident de quitter le navire, pendant que les commerçants, eux, n'acceptaient pas les bornes Nintendo. Ce qui n'a pas empêché la compagnie Kemco de nous faire ce Roger Rabbit en 1988, un jeu nommé simplement, Roger Rabbit. Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça parce que l'intro est comaque. Attendez, c'est moi finir, je vais perdre le fil. Alors par contre, je sais pas si mes machines fonctionnent encore, parce que j'ai rien pour le voltage, j'ai rien pour les brancher à la télé, mais on va faire comme si. Et le jeu commence, et bien par un mur qui s'effondre, et Roger qui débarque en nous demandant de changer la disquette de face. On incarne donc Roger à nouveau qui doit délivrer Jessica au cours de 60 niveaux, tous basés sur le même principe, à savoir récupérer tous les cœurs en évitant les adversaires. C'était la mode à l'époque. Oui, en gros ça repose sur la recette du Load Runner de Broderbund, immense carton de 1983 où tu devais choper des monticules de pognon en faisant tomber des ennemis dans des trous. Ouais, le jeu a tellement marqué que t'as eu du coup une masse de clones reposant sur le même principe, et donc ce Roger Rabbit, où au lieu de grimper à des échelles, tu dois prendre des portes et monter des escaliers, sachant que chaque porte ne te permet d'aller que dans un sens, bas ou haut, et que le plus fun est de monter dans une porte pendant qu'une fouine en descend. Oui, je trouve ça rigolo. Bien sûr, comme avec les fantômes de Pac-Man, chaque ennemi possède une intelligence différente. Par exemple, les fouines vertes peuvent utiliser les portes comme elles le souhaitent. Les bleus ne peuvent que grimper, les pingouins, gorilles et juges de mort, eux, ne peuvent pas les utiliser. Bref, on se retrouve en fait en plein puzzle game où tu dois anticiper les gestes de tout le monde et trouver le chemin le plus efficace. Alors heureusement tu as des gadgets Toon pour t'aider avec le gant de boxe qui bute des gens, les coffres et autres caisses que tu peux balancer sur leur gueule. Oh pardon Eddie. Et t'as aussi de la peinture qui te rend invincible. Oh sapristi cet acmé, c'était un zénith. Et ce qui est cool c'est que si tu rates ta cible avec le gant, tu peux toujours le ramasser à nouveau. Et aussi j'ajoute que les ennemis ne réapparaissent jamais une fois butés. Et ça franchement c'est chouette. Et histoire d'avoir un peu de diversité dans ces 60 stages, t'as aussi des niveaux avec des tuyaux qui fonctionnent comme pour les portes, c'est-à-dire que tu peux y croiser tes ennemis sans heurts et qu'il suffit d'appuyer sur bas ou haut pour les emprunter. T'as un mot de passe à chaque niveau, tu peux chuter de tout en haut sans mourir, et ça aussi c'est cool. On va plus vite que les fouines, et ça pareil, c'est très bien parce que tu peux les distancer. T'as aussi 4 niveaux spéciaux auxquels t'accèdes en marchant sur ces crânes. Ils sont super difficiles, je veux dire, regardez tous ces tuyaux partout. Et si jamais tu perds la moindre vie dedans, tu retournes plusieurs niveaux en arrière. Combien? Bon après le jeu est dur mais pas insurmontable, parfois tout se joue au poil de cul mais c'est finissable, surtout que tu gagnes une vie à chaque fois que tu termines un level, et t'as même droit à un joli écran de fin quand t'as terminé les 60 stages, et ça aussi c'était peu fréquent. Donc vraiment un excellent soft bien sympathique qui possède en outre une bonne symbiose entre le gameplay et la licence. En gros on se retrouve pas devant un Krusty Funhouse par exemple, où tu vois bien que la licence a été collée sur un jeu qui n'avait rien à voir, histoire de vendre plus d'exemplaires. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, je veux dire, tu sens que le jeu a été pensé comme une adaptation de l'univers de Roger Rabbit, avec l'utilisation des gags pour te débarrasser des fouines, comme dans le film. Des coffres et des machins qui tombent, comme dans le film. Oh pardon Eddie. Et j'ajoute que c'est super jouissif de parvenir à semer tes adversaires, comme dans le film. Super, Eddie, t'as été génial. Tu m'as sauvé la vie. Et pour celles et ceux qui ont connu la première Game Boy et qui se disent attends, mais j'ai déjà joué à ce truc, eh ben vous avez raison. Parce que quand Kemco a voulu sortir Roger Rabbit aux USA, ils ont découvert que la licence avait été vendue à la compagnie LJN sur le sol américain. Du coup, ils ont fait ce qu'on fait souvent dans ces cas-là, c'est-à-dire proposer le même gameplay, mais avec une nouvelle licence, en remplaçant donc l'univers de Roger Rabbit par celui d'un autre lapin, à savoir
Bugs Bunny. Qu'est-ce que vous dites de ça? Non mais qu'est-ce que vous dites de ce culot? Ainsi, Roger Rabbit est devenu The Bugs Bunny Crazy Castle sur NES aux États-Unis, avec Sylvestre à la place des fouines, t'as aussi Daffy, Wile E. Coyote, enfin, et mis à part ça, l'intro est la même, les niveaux sont les mêmes, t'as rien qui change à part la présence de Bugs et ses potes, et le fait que tu dois désormais récolter des carottes et non plus des cœurs. Pour moi? Oh, merci. Et là où ça devient encore plus drôle, et je vais essayer d'aller vite parce que c'est un immense terrier, faudrait faire une vidéo entière juste pour tout explorer. C'est que t'as ensuite une version Game Boy qui est sortie chez nous avec la même jaquette et le même nom que le jeu américain sur NES, mais c'est bel et bien une suite, parce que t'as 80 nouveaux niveaux cette fois, et une fin assez pourrie, oui, je dois l'avouer, avec Bugs qui te fait coucou, et une énorme faute d'orthographe sur congratulations. Oui, il y a marqué congratulation. J'espère que celui qui a fait cette bourde a été viré. Mais à part ça, j'adorais ce jeu à l'époque. Non, je l'aime toujours autant aujourd'hui. J'ai bien dû y passer des centaines d'heures dessus. Non, vraiment, c'est génial. Surtout si t'es fan des Looney Tunes. En fait, Bugs Bunny Crazy Castle est tellement culte qu'il apparaît même dans Space Jam 2, c'est dire. Qu'est-ce que tu fiches? Oh, Snap! Oh, Snap, toi-même, rentre sur le terrain tout de suite! Qu'est-ce que t'attends? Et ce qui est encore plus ouf, c'est que vu que Kemco n'avait pas les droits de Bugs Bunny au Japon, ils l'ont remplacé par Mickey, avec encore d'autres sprites. Mais je trouve que ça fait bizarre quand même de voir Mickey balancer des coffres sur les gens. Vous pourriez vous tuer! Oh, pardon, Eddie. Et attends, parce que pendant que Kemco faisait en Europe et aux États-Unis des suites de Crazy Castle avec Bugs Bunny d'abord, puis Woody Woodpecker, t'as aussi eu des suites de Mickey Mouse chez les Nippons, avec même un 4e volet où Mickey utilise un marteau pneumatique. Et le plus dingue, c'est que ce jeu a aussi été porté en dehors du Japon, avec encore d'autres personnages pour les États-Unis et pour l'Europe. Hey, c'est mon dessin animé préféré, les gars! C'est à partir d'un jouet super! Un jouet vedette d'une émission. Tout ça pour dire que Roger Rabbit sur Famicom c'est génial, Bugs Bunny sur Game Boy et sur NES c'est génial, et je verrais bien ce genre de jeu ressortir en ce moment sur mobile ou sur Switch. C'est tout à fait le format pour ce style de jeu. Du coup, pendant que Disney galère à monter une suite au cinéma, le lapin, lui, continue quand même à squatter nos écrans, histoire de garder la flamme allumée. Car, comme chacun et chacune sait, un toon reste jeune tant qu'il fait rire. Du jour où il n'en est plus capable, il devient vieux et oublié de tous. Et donc, en attendant un probable Roger Rabbit 2, Michael Eisner et compagnie lancent en parallèle la production du court-métrage avec Roger, tous basés sur la formule du cartoon Something Cookin', au début de Qui veut la peau de Roger Rabbit, à savoir le lapin, perdant de vue le bambin et subissant moult accidents en tentant de le rattraper. C'est ce qui s'appelle tomber à pic! Oui, une recette classique du monde de l'animation, très populaire dans les années 50, et qui réapparaîtra probablement grâce au succès de Roger Rabbit justement dans les années 90, comme pour les Tout Beau et Mindy. Des Animaniacs, où le pauvre chien subit les pires malheurs en tentant de rattraper la gamine. Et t'auras justement des références à d'autres cartoons similaires dans le même épisode. Reviens ici, bégonia! John Hughes va même te faire tout un film basé sur le concept, avec le pas top Bébé part en vadrouille, où Joe Mantegna se fait martyriser par un poupon. Quelle andouille! Tiens, mets-les sous ton oreiller ce soir. La petite souris passera peut-être. Enfin bon, dans le cas qui nous intéresse, et dès la sortie du film, donc, Disney va confier le développement de futurs cartoons avec Roger au bon soin de Bill Kopp. Oui, un ancien des courts-métrages de Simpson du temps du Tracy Ullman Show. Vous le savez sûrement, mais je le dis ici quand même au cas où. Car avant d'être une série télévisée, les Simpsons étaient des courtes pastilles de 30 à 40 secondes diffusées dans une émission à sketch, baptisée le Tracy Ullman Show, parce qu'elle était présentée par Tracy Ullman. Et là où c'est rigolo, c'est que t'avais déjà quelques moments où Maggie échappe à la surveillance de Bart et Lisa, et s'en va vivre ses propres aventures. Ils n'ont absolument pas changé, n'est-ce pas? Tout ça pour dire donc que Bill Kopp était visiblement l'homme de la situation et que c'est pour ça qu'il se charge, avec deux de ses confrères, de pitcher à Steven Spielberg l'idée de Bobo Bidon, c'est-à-dire Roger Rabbit chassant bébé dans un hôpital. Oui, alors ça a l'air super sur le papier, mais en vrai le cartoon est super sage. Non, malgré l'idée. Oui, le rythme est mal assuré, avec pas mal de moments creux, t'as la reprise entière d'un gag issu du film, oui, carrément, et au final t'as que 2 passages un peu violents. Ça t'attrape, Baby Herman! Bon, allez, on note quand même la superbe apparition de Jessica, en tenue d'infirmière, qui préfigure la nounou des Animaniacs. Salut, nounou! Et qui est animée par le formidable James Baxter. James Baxter? Oui, qui avait déjà travaillé dessus pour le film, notamment pour ce passage, où il fait Roger Rabbit aussi, et qui deviendra par la suite une pointure de l'animation, puisqu'il supervisera Belle, de La Belle et la Bête, avant qu'il ne tombe gravement malade durant la production, et c'est pour ça qu'elle change de gueule de scène en scène.
Oh putain, oui. Il reviendra ensuite pour animer Belle et la Bête durant la scène de bal. Il s'occupera également de Rafiki sur le Roi Lion avec ses 2 assistants et animera aussi Simba et Scar durant ce passage. Tu oses le nier? Non. Ah oui, sans oublier évidemment son incroyable taf dans Spirit, les Talons des Plaines. Et maintenant vous savez pourquoi t'as un cheval baptisé James Baxter dans Adventure Time. James Baxter! On peut aussi noter la présence de Bruce W. Smith au générique, qui réalisera Bébé Skid ensuite et dirigera avec une pression de ouf l'animation de Space Jam. Oui, encore un film mixant personnages animés et acteurs réels, tout se recoupe. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis un grand acteur shakespearien. Et j'ajoute que Bobo Bidon est aussi réalisé par Rob Minkoff. Oui, encore lui, qui devait au départ taffer sur Ursula de la Petite Sirène avant de laisser tomber et d'accepter le taf de réal sur Bobo Bidon. Et moi j'accepte. Quelle question. Et du coup, Ursula sera confiée avec brio à Ruben Aquino et la formidable Cathy Zelinski, donc un mal pour un bien, hein, j'imagine. La vie est malheureusement faite de choix douloureux. Et n'allez pas croire que Disney a produit Bobo Bidon par-dessus la jambe, non, non, pas du tout. T'avais un budget de 2 millions de dollars, rien que pour le cartoon. Et il avait même foutu en première partie de Chérie, j'ai rétréci les gosses, oui, histoire de booster les entrées du film. Ce qui permet d'ailleurs au long métrage de Joe Johnston de se faire une place durant un été assez chargé, hein, avec plein de suites ultra attendues. C'est l'exacte vérité. Mais bon, malgré tous les talents derrière le truc, je trouve le cours très moyen. Oui, trop sage peut-être, en tout cas comparé à l'intro de Qui veut la peau de Roger Rabbit et surtout des 2 autres courts-métrages qui vont suivre et qui frôlent là de très peu la perfection. Ouais, en fait, je pense que le plus gros problème de Bobo Bidon n'est pas son budget, parce qu'il a quand même coûté près de 2 millions de dollars, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui est pas mal, hein, quand même, et ni ses effectifs, parce que t'as 75 personnes qui ont taffé dessus, donc c'est bien, hein, pour un cours. Non, je pense que le gros problème de Bobo Bidon, c'est qu'il a été réalisé à Glendale, dans la banlieue de Los Angeles. Oui, en fait, dans l'ancien bâtiment ayant servi pour l'animation des scènes à Toonville, du film. Et un bâtiment surtout situé à seulement quelques kilomètres des bureaux de Steven Spielberg, de Michael Eisner, et des bureaux de Roy Edward Disney, oui, le neveu de Walt et fils de l'autre Roy, qui, à ce moment, dirige le département d'animation de Disney, et qui n'avait pas super aimé les scènes un peu osées de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Je ferais n'importe quoi pour mon mari, Monsieur Valiant. N'importe quoi. Donc le cours a été produit entre le marteau et l'enclume, constamment sous l'œil de Spielberg et de Disney. Alors que pour le film, par exemple, hormis pour la séquence de Toonville, donc, les équipes de Richard Williams animaient à Londres. Oui, à des dizaines de milliers de kilomètres des studios Disney. Et pendant que Spielberg était en Chine à faire l'Empire du Soleil. Oh, c'est bête. Tu peux d'ailleurs voir très rapidos dans le court-métrage une pique envers la direction, parce que lorsque Roger est bazardé dans les urgences, tu le vois franchir une masse de portes, avec des opérations allant de pire en pire jusqu'au nom de Burbank. Et Burbank, c'est quoi? Eh bah, c'est la ville où se trouvent les bureaux de Michael Eisner, Roy Disney et toute sa clique, et où Walt avait bâti ses studios. Donc bon, là, je pense qu'on a une petite explication sur le pourquoi ce Roger Rabbit est aussi mou, et pas aussi violent ou iconoclaste que celui du début du film, par exemple. Oui, à mon avis, la direction a dû pas mal les faire chier. C'est quoi ça? Un petit sosie. Donc, pour de la meilleure qualité, il faudrait peut-être faire les cartoons hors Californie, histoire d'être peinard. Et ben justement, Disney vient de bâtir à ce moment un tout nouveau studio d'animation en Floride, de l'autre côté des États-Unis, à plus de 3500 km de Burbank, un endroit parfait d'où sortiront des chefs-d'œuvre comme Mulan et Lilo et Stitch. Et qu'on verra dans une seconde partie, parce que cette vidéo elle est déjà bien longue, j'avais pas envie de vous faire patienter encore plus longtemps, donc du coup j'ai découpé tout le truc. En plus parce que c'est une longue et une très belle histoire, on verra aussi les comics, on verra les romans, on verra d'autres jeux, et comme je veux pas me barrer comme une connasse, je vous ai gardé quand même une petite surprise pour la fin. Oui, je vous l'avais promis il y a 5 ans déjà, et bien il est enfin temps de s'attarder sur le Roger Rabbit de la NES, un jeu sorti uniquement sur le continent américain et déjà testé par la VGN et le joueur du grenier. Saurez-vous résoudre le mystère? Bah c'est ce qu'on va tenter de faire. Hein. Alors le jeu est édité par LJN, oui, une compagnie que vous connaissez sûrement parce qu'elle est célèbre pour ses adaptations à l'emporte-pièce, dont certaines ont déjà fait les honneurs de cette chaîne, comme les Retours vers le futur, par exemple, ou Beetlejuice, hein, qui comme pour Roger Rabbit a été développé par Rare. Oui, celles et ceux qui feront masse de chefs-d'œuvre sur Nintendo 64, mais beaucoup moins sur NES. Bon, ils ont fait le très cool RC Pro-Am, donc on va dire que ça compense. Alors cette fois, on dirige non pas Roger Rabbit, mais Eddie Valiant, sous les traits de Bob Hoskins, qui débute directement dans son bureau, avec Roger à ses côtés. Ça, c'est bien. Bon alors par contre, il faut savoir que même si c'est cool d'avoir Roger avec nous pendant toute l'aventure, le lapin ne sert strictement à rien dans tout le jeu. Ça, c'est moche. Non, à rien, on peut pas l'utiliser pour résoudre des énigmes, comme avec le lapin Max, dans le très chouette Sam et Max, par exemple, ou avec
avec Flux, du très cool Toonstruck, avec Christopher Lloyd, un jeu avec une cool vibe Roger Rabbit, dont je vous causerai si vous êtes sage. C'est parti, mon kiki. Ouais, ici Roger sert d'handicap, puisqu'il faudra constamment le surveiller comme du lait sur le feu, histoire qu'il ne se fasse pas choper par les fouines ou par ce vautour ultra relou. Ce qui, mine de rien, est très fidèle au film. Après tout, Roger, il engage bien Valiant pour le protéger, et Eddie, il passe également tout le long métrage à empêcher le lapin de se faire attraper. Rappelez-vous, vous ne m'avez jamais vu. Tu vas sortir de là, oui. Et je peux partir maintenant? Alors pour les fouines, eh bien, tu sais quand elles débarquent parce que t'as une sirène de police. Elles peuvent se faire écraser, c'est rigolo, et elles peuvent aussi débarquer quand t'es en voiture. Il y a une petite musique, ce qui provoque du coup des chouettes moments de course-poursuite. Hé oh, t'es pas toute seule sur la route, hein, Mathilde. Bon alors si elle chope le lapin, tu dois le libérer en les faisant rire, c'est-à-dire en trouvant la bonne chute à la bonne blague, à la manière des combats d'insultes, dans Monkey Island. Par exemple, bon bah là, que doit-on faire quand un éléphant est malade? De la place, il faut faire beaucoup de place. Oh, thank you. Parfois t'as aussi Schizo, oui c'est son nom, qui intervient. Tu sais quand elle arrive parce que tu peux pas quitter l'écran, t'as Roger qui se cramponne au menu pour se protéger, et le but est de la vaincre. Alors soit en la tabassant jusqu'à ce qu'elle s'envole, soit en utilisant plusieurs de tes objets. Quant au vautour, eh bien il faut savoir qu'il ne sort pas du cul d'un cheval puisqu'il s'agit d'un personnage supprimé du long métrage. Oui, à la base, le juge de mort devait avoir un vautour sur son épaule. Il était même fourni avec la figurine du juge pour les jouets. Mais vu que le volatile était un peu inutile et rajoutait une masse de travail pour rien, on préféra le supprimer. Enfin, ceci explique en tout cas sa présence dans le jeu. Alors sachez que dès qu'il pose ses serres sur Roger, c'est mort. Non, il l'emporte sans qu'on puisse rien faire et on perd une vie dans la foulée. Pour passer sa frustration, on peut s'amuser à bazarder le rongeur, à travers la pièce, ou le regarder se faire écraser par une caisse. Certes, c'est sadique, mais ça défoule, regardez. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Comme tout bon détective qui se respecte, on peut fouiller des trucs, en toute légalité, parce que les gens eux-mêmes nous incitent à le faire. Regardez là, vous devriez fouiller ce building. Bah voyez, j'ai leur consentement. En plus, ils nous disent si le building est digne d'intérêt ou pas. Quand ils font « le building est vide », c'est que ça sert à rien d'y aller. D'accord, tu pourrais te dire « mais comment il sait, lui, que le building il est vide ?» Trouve celui qui l'invente en dé et supprime-le. Et ensuite, descends ce letter. Mais en vrai, ça t'évite simplement de perdre ton temps, et c'est tout aussi bien. Hey, je te parle. Et puis t'as même pas besoin de tout fouiller dans les bâtiments parce que les meilleurs objets traînent simplement par terre, à découvert. Oui, comme ces bombes, là, ou ce portefeuille, ici présent. Alors oui, à croire qu'ils ont suivi une formation en jeu d'aventure chez Sierra, parce que le danger, il est partout. Ouais, parce que dans les jeux d'aventure édités par Sierra, tu réfléchis toujours à deux fois avant de faire la moindre action, ou de toucher le moindre truc, parce que la sentence est immédiate. Amusante, certes, mais immédiate. Et qui t'engage en plus à relancer une sauvegarde. Bon bah là, c'est pareil. Alors je veux bien que les rues de Los Angeles sont loin d'être safe. Mais je pense que le frère au Valiant a dû pisser sur une idole païenne, ou doit des thunes à mère nature, parce que toute la faune souhaite sa mort. Le moindre pot de fleurs te chute sur la gueule, les Angeleno freinent jamais à ton passage, et même les bestioles ont une dent contre toi. Le pire étant au building 19, avec le rat là, qui t'agresse dès que tu te pointes, et qui te ressaute dessus quand tu réapparais. Il y avait des rats. Des rats. Et là je fais comment? Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il est vénère comme ça? Alors il faut savoir que t'as deux types de comportements pour ces bestioles. T'as la version tranquille qui circule librement dans la rue et te fait chier que quand tu les percutes, et t'as celles qui ont pris goût au sang et qui te sautent dessus dès que tu t'approches. Ouais, tu les reconnais parce qu'elles restent dans leur coin en tournant sur place et t'agressent direct quand t'es un peu trop près. Le plus souvent, ces bestioles gardent un objet important et n'essayent même pas de passer en force. Tu peux pas leur sauter dessus et tu peux pas te faufiler en fufu. Non. Du coup, tu te dis que c'est pas possible, il y a forcément une erreur, et non, pas du tout, en fait, il faut raisonner comme un jeu d'aventure, quoi. T'as 3 types d'animaux, chien, chat et rat, et quand tu fouilles, tu récupères 3 types d'aliments, viande, poisson et fromage. Donc par exemple, pour passer ce chat qui semble garder un papier, il suffit de lui filer du poisson, enfin ce qu'il en reste. Et ainsi, tu peux ramasser un mot de passe qui te permet ensuite de pénétrer dans le club Pinceau et Couleurs. T'as le mot de passe. Walt Disney m'envoie. Mais enfin du coup, tu te retrouves dans un hybride de plateforme aventure, comme il en existait des masses sur ordinateur et qui arrivaient petit à petit sur NES. Sans blague. Ouais, t'as un inventaire qui te sert à passer des obstacles et des NPC qui te donnent des conseils, comme Jessica Rabbit, ici présente, principale attraction du club Pinceau et Couleurs, qui a perdu une masse de son orchestre on dirait, et qui là nous demande de lui passer un coup de bigophone. Alors au début tu crois qu'il faut chercher un combiné dans le jeu, mais pas du tout. Non, l'anecdote est assez connue, t'as un numéro caché sur l'une des tables, et si tu le composais dans la vraie vie, tu tombais sur un répondeur qui te filait des conseils sur le jeu, comme comment faire exploser l'entrée du tunnel, ou comment corrompre les bêtes. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est?
Nom d'un chien, c'est un téléphone rose. Tout ça pour te dire que ce n'est pas utile d'appeler Jessica pour continuer le jeu. Non, il suffit de lui jeter des fleurs pour qu'elle te donne un indice sur la localisation d'un des morceaux du testament d'Acmé. Ce testament, est-ce que quelqu'un l'a vu? Ah oui, parce que j'ai pas précisé. Pour pouvoir atteindre le juge de mort dans son usine, tu dois d'abord récupérer 4 morceaux du testament, disséminés dans tout Los Angeles et ses environs. Alors au début, moi, je pensais que t'étais obligé de parler à Jessica pour débloquer les morceaux, mais non, en fait, ils sont déjà planqués aléatoirement depuis que j'ai lancé ma partie. Donc t'as même pas besoin de lui causer. Et de toute façon, les infos qu'elle te donne sont toujours assez vagues, genre, cherche dans une grotte après le tunnel nord. Mais bon, t'as une zone immense après le tunnel nord. Bah, heureusement, t'as qu'une demi-douzaine de grottes, mais quand même, ça fait une trotte. En plus, Benny le taxi, toon comme il est, il peut même pas faire du hors-piste, obligé de suivre la ligne. Les toons, ils se font avoir à chaque fois. Et comme dans la réalité, il faut songer à bien t'équiper avant de tenter la spéléo, parce qu'il faut une lampe pour s'éclairer, des chaussures à ressort pour sauter, et un hochet pour les serpents. C'est des serpents à sonnette. Oui, vous pouvez pas comprendre, c'est un truc de tout. Je le savais. Et donc, une fois le morceau ramassé, Ok, donc retour grotte, retour lumière, retour ressort, retour hochet, et là, je peux prendre ce morceau. Donc une fois le morceau ramassé, je peux enfin récupérer ma voiture. Sérieux, non, rendez-la! Vous avez traîné avec les lapins trop longtemps, vous. Enfin bref, et tous ces objets, tu peux donc les trouver soit dans les tiroirs, soit par terre, ou soit dans le fameux magasin à lot unique. Oui, un magasin qui te propose donc un seul objet à chaque fois, vu que chaque écran du jeu ne peut afficher qu'un seul objet à la fois. Et au fil des parties, j'ai fini par comprendre que les articles semblent fonctionner selon un système de chrono, oui. Au début de chaque partie, t'as droit à la dynamite, et puis le vendeur change ses stocks après plusieurs secondes de jeu. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Pour acheter les objets, Eddie troque carrément des portefeuilles entiers, trouvés soit dans sa collection personnelle, soit devant chez lui. Oui, le mec va même pas les filer aux objets trouvés. Non, pas étonnant que ton karma saute à chier, Eddie. Au lieu de vous disputer, demandez plutôt à monsieur de vous faire visiter sa bibliothèque. Et chaque objet a donc sa propre utilité. Le sifflet sert à appeler Benny, les explosifs sont utiles durant les combats, et donc au fur et à mesure des parties, tu commences un peu à te prendre au jeu et comprendre son gameplay. Par exemple, j'avais remarqué la présence de tous ces bâtiments cadenassés. Bon, au début je me suis dit que c'est sûrement pour limiter le nombre de buildings à visiter dans le jeu, et puis comme ça ils économisent de la mémoire, mais je me suis aussi souvenu du pied de biche dans mon inventaire. Du coup, j'ai essayé d'ouvrir la porte avec, en essayant plusieurs techniques, et soudainement, bim, j'ai pu entrer dans chaque bâtiment. Par réfraction donc. Donc oui, tu peux entrer dans tous les bâtiments. Il y a un second magasin. Un second magasin. Aucune astuce ne mentionne ce second magasin. Enfin bref, tout ça pour dire que tu découvres à chaque fois de nouveaux trucs dans le jeu, au fil des parties. Comme là, cette meuf là, qui est la seule à dépasser Edith tout le jeu. C'est Dolores. Oui, la danseuse aux serpents de Blade Runner. Voilà, c'est Dolores. Tu barbotes dans la peinture à l'eau, Eddie ? Et si tu lui déposes un cœur... Elle donne des infos sur le testament. T'as donc 2 moyens de savoir où se trouvent les morceaux. C'est trop bien. Et encore, je vous ai même pas parlé de Toonville, parce que oui, il y a aussi Toonville dans le jeu. Et franchement, j'adore ce Toonville. Bon, ok, avec ses cochons dans les rues et ses pois qui chutent, on se croirait plutôt dans le Cool World de Ralph Bakshi. Mais je kiffe l'ambiance. J'aime le fait que les buildings sont plus grands dedans que dehors. J'aime les petites portes sur les trous de souris. J'aime voir Baby Herman, même s'il te donne des infos que tu connais déjà, mais il est là. J'aime la présence de nouveaux objets, même si c'est dommage qu'il n'existe pas de magasin dans cette partie de la ville. Et par contre, si tu pars à l'est, bien plus à l'est, tu tombes sur 2 bâtisses magiques qui te multiplient ton nombre d'objets. C'est super cool. Et donc, une fois les 4 morceaux réunis, trouvés simplement par terre, jamais dans les tiroirs, non, quel bordélique, cet Acmé. Oui, pas étonnant qu'il ait paumé son testament. Si ça se trouve, le coffre qu'il a tué, il était juste mal rangé. Oh pardon, Eddie. Et une fois ton inventaire au max, il est enfin temps d'aller taper le juge, en passant stupide là, parce qu'il s'appelle stupide, grâce à la balle de baseball. Tiens, va voir là-bas si j'y suis. Et ils y allèrent. Et c'est donc le Final Showdown, et c'est là que je dois vous parler des combats dans ce jeu. Oui. Pour taper, il faut appuyer sur B, mais si tu veux que tes coups aient un quelconque impact et entament sa barre de vie, il faut que tu les charges. Oui, ça sert à rien de cogner sans charger. Et pour charger, il faut, alors non pas laisser appuyer comme on pourrait le croire, mais tu dois matraquer la touche. Matraquer jusqu'à ce que ta jauge soit à fond, sans oublier de donner aussi une direction, sinon Eddie fait du surplace et se fait bolosser. Et c'est là que tu peux relâcher le bouton, en espérant être bien placé, ce qui lui fait perdre un insignifiant petit paix de vie. J'ajoute que, à part les explosifs, le reste des objets ne fait aucun dommage, comme dans le film, remarquez. Et pas question d'essayer de tricher, parce que les développeurs ont pensé à tout. Oui, tu ne peux pas lui passer par-dessus pour l'attaquer en fourbe, par derrière, et ça sert à rien de se planquer ici, parce que le juge ne dépasse jamais cette ligne.
Alors, vous me connaissez. Alors au début, j'ai tenté à la loyale, mais c'est quasiment infaisable, parce que pendant que j'essaye d'entamer petit à petit sa barre de vie, à condition déjà de parvenir à le toucher, sans donner des coups dans le vide là comme une buse, lui, il me bute en quelques coups à peine. Et puis en plus, ça prend des heures. Non, je suis certaine qu'il existe une autre méthode. Alors bien sûr, j'ai cherché sur le net, mais tous les guides, ils te disent à peu près la même chose, qu'il faut y aller mollo, jusqu'à ce que sa barre de vie soit au niveau du T, de Strength, là-haut. Et maintenant, les objets font un peu plus de dégâts, mais sans plus. Et après une heure de ce régime, j'ai finalement opté pour ma propre méthode, et allez franco, je charge comme une mule et lui flagelle sa tronche façon mitraillette à point, et bordel, ça marche! Oui, je sais pas comment, mais notre jauge de puissance augmente, soudainement, à chaque coup porté. Parfois il se venge, d'accord, mais je lui remets des objets dans la gueule avant d'y retourner. J'ai réussi! J'ai battu le juge! Bon, il me reste à récupérer l'embout, lui m'a lancé la sauce, et ça y est! Voilà, c'est fini, j'ai gagné! J'ai sauvé Toonville! J'ai libéré Roger et Jessica! J'ai juste un texte à la con! Pas de générique! Pas d'image! Rien! Oh, on s'en fout. Oui, je me la pète, mais je mérite grave! J'ai sauvé Toonville à moi toute seule! J'ai vraiment cru que cette fois les carottes étaient cuites! Et au final, j'aime bien ce jeu. Je veux dire, il y a de bonnes idées. Alors certes, c'est bancal et tu meurs beaucoup trop facilement là-dedans, mais j'aime les intentions. Ils ont pas voulu faire un bête copier-coller de la licence sur de la plateforme, comme masse de produits lambda, mais ils ont réfléchi à ce que voulait dire adapter Qui veut la peau de Roger Rabbit. T'as une enquête dans le film? Eh bien on va te faire enquêter, fouiller partout, poser des questions, tu vas découvrir des trucs grâce à Jessica et Dolores, comme dans le film, échapper aux fouines, comme dans le film, et comme Eddie à la fin du long métrage, tu vas devoir utiliser des objets Acme afin de te débarrasser de tes adversaires ou pour résoudre des énigmes. Le tout dans un monde ouvert représentant l'univers de Roger Rabbit. Alors t'as plein de défauts, oui, d'immenses zones vides, des bâtiments iconiques que tu ne peux malheureusement pas visiter, bref, on sent qu'ils ont été pressés par LJN de terminer le jeu rapidement. Mais tout ce que je sais, c'est que j'y suis fier d'y avoir joué, fier de l'avoir terminé, et d'avoir éclaté la tronche du juge. Oui, j'avoue, j'aime ce jeu, ça me donne le sentiment de passer un peu de temps à Toonville, aux côtés de Roger Rabbit et de Jessica. Et c'est peut-être ça, le plus important. Enfin, en tout cas pour moi. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit, cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit. Ça c'est fini les amis.